Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Quelle géopolitique au XXIe siècle? Par Gérard Dussuit, lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Le territoire en question, déterritorialisation et reterritorialisation. Le territoire national est une notion politique récente, d'essence occidentale, qui s'est avérée la forme d'organisation spatiale la plus efficace du monde moderne. Cela bien que la multiplication des États ne soit pas aussi féconde, et leur existence aussi universellement admise que ne le suggère la carte politique du monde. Bertrand Badi a clairement exposé ce fait. Mais l'avantage du système territorial a été de fixer les conditions d'usage de l'espace mondial par les différents groupes humains. De surcroît, il rassérène les identifications culturelles et contribue largement, depuis les débuts de la révolution industrielle jusqu'aux décollages les plus récents, au développement économique. Autrement dit, parce qu'il est la portion de la surface terrestre appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses intérêts vitaux, le territoire national forme le régulateur indispensable dont les défaillances, en ces temps de mondialisation, créent des difficultés aux relations intersociétales. Des dysfonctionnements ou des contre-performances hypothèquent ainsi le rôle quasi exclusif que le territoire a tenu dans l'organisation de l'espace international. Celui-ci est comme écartelé entre d'une part, les phénomènes de transnationalisation ou d'intégration supranationale, et d'autre part les processus de fragmentation sous-nationale. Le principe de la territorialité, qui se manifeste avant tout par la fonction de contrôle politique, est menacé en haut par des instances disposant d'un espace d'action plus vaste, en bas par des acteurs dévoilant une emprise spatiale plus ramassée mais, ou plus efficace, ou se réclamant d'une autre légitimité. De nos jours, le territoire économique constitue la catégorie spatiale la plus amoindrie. Car, que l'on se tourne vers la production ou vers la distribution, l'espace des firmes déborde les territoires, les recoupe de plus en plus indistinctement. Ce phénomène, qualifié de déterritorialisation, ne doit pas être confondu avec une dénationalisation suggérant elle la perte de tout enracinement. Il n'interdit pas non plus une possible reterritorialisation. On peut penser avec Deleuze et Guattari que les sociétés modernes civilisées se définissent par un procès de décodage et de déterritorialisation. Mais, ce qu'elles déterritorialisent d'un côté, elles le reterritorialisent de l'autre. Face à la multiplication des flux de toutes sortes, dont l'emprise est accentuée par le morcellement territorial, tout interdit ou contrôle local n'entraînant qu'un effet insignifiant, et qui rend la défense des intérêts vitaux de plus en plus difficile à assurer sur des territoires de taille modeste, s'esquissent des solutions de reterritorialisation. C'est la situation que connaissent les Européens, encore incapables de dépasser leur conception traditionnelle et d'opter pour une territorialité communautaire. L'au-delà et l'en-deçà du territoire national, les raisons de croire à un dépassement du territoire national viennent d'être exposées assez longuement pour que nous n'ayons pas à y revenir, sinon pour réaffirmer qu'il n'aboutit pas à l'abolition du territoire lui-même. Qu'il s'agisse du développement des réseaux transnationaux ou de ceux de l'intégration régionale, auxquels s'ajoutent les systèmes supranationaux para-étatiques qui tous ensemble altèrent les divisions territoriales, ou bien de la démultiplication des segmentations infranationales, imputables tantôt aux revendications ethniques et culturelles, tantôt aux dissensions ou au désir d'émancipation économique, tantôt aux deux à la fois, sont remis en question le contrôle et la structuration de l'espace. Un conflit ou un partage d'influence est dans tous les cas à envisager. Les inscriptions des flux dans l'espace, en révélant une domination, une association ou une coopération, relèvent de l'analyse géopolitique tout autant que les phénomènes territoriaux centrés sur l'existence des États. C'est opportunément que Jacques Lévy résume la réalité de la situation par cette formule. Avec des territoires et des réseaux, on fait le tour de l'espace. Cependant, si la tendance dominante chez bon nombre de géographes et de sociologues est d'opposer systématiquement le territoire et le réseau, le premier étant conçu comme un espace fermé et le second sans limite, cette antinomie rigide apparaît contestable. Le réseau, d'abord territorial, continue d'entretenir avec le territoire de fortes connivences. Sur le plan de l'analyse, du déséquilibre dans un sens ou dans l'autre entre ces deux structures spatiales,
va dépendre la configuration donnée à la scène internationale. Le réseau constitue certes la forme élémentaire de la structure spatiale mondiale actuelle, tout autant que le territoire. Très ancienne, essentiellement dans le domaine de la diplomatie secrète et du contrôle de l'espace, la mise en réseau fait l'objet d'une considération sans précédent depuis qu'elle a permis à un grand nombre d'acteurs économiques de contourner les instances de régulation. Les réseaux, autrefois séparés entre eux, à vocation technique et fonctionnelle, se sont aujourd'hui démultipliés. Ils ont connu une mutation d'ensemble qui en ont fait une machine circulatoire et synchronisante, puis un véritable système en soi. Du même coup, certains observateurs empressés n'ont pas hésité à distinguer dans la trame de leurs ramifications le corset qui enserrerait les relations internationales et qui ferait disparaître de notre vue les frontières des États. Cette position apparaît quelque peu prématurée. L'on doit se démarquer de ces conceptions trop artificielles. En premier lieu, le réseau d'acteurs, ici en cause, qui se différencie du réseau territorial, vise à organiser des projets ou des actions de préférence à des structures. Ce faisant, il peut agir à l'échelle planétaire. Il s'inscrit d'emblée dans les jeux de puissance. En second lieu, la sociologie du réseau fait ressortir une nature élitiste, caractérisée par l'intentionnalité et l'interconnaissance. Le réseau est construit pour exercer une influence qui permettra la satisfaction d'intérêts particuliers. En troisième lieu, le réseau est facteur de globalité et peut engendrer l'ordre ou le désordre. D'un côté parce qu'il déborde souvent les territoires nationaux, ou que les multiples conflits d'intérêts qui jaillissent de leur compétition protéiforme semblent altérer lourdement les régulations, parce qu'enfin la démultiplication et le gonflement des canaux de communication et de pouvoir engendrés affaiblissent le politique, les réseaux sont source de désordre. Mais, en contrepartie, parce qu'ils sont les messagers de codes de réciprocité, les médiateurs de sollicitation, les cooptateurs de position, et finalement les moyens d'une circulation des élites, les réseaux paraissent susceptibles de participer à la création d'un nouvel ordre, construit plus ou moins, mais point exclusivement, autour d'une sorte de centralité transnationale. Immergés dans la puissance de flux, les réseaux sont donc ambivalents. On peut le constater dans tous les champs où ils se manifestent. Au plan économique, d'abord, la progression rapide du commerce international, et plus encore, la hausse continue de l'investissement direct à l'étranger, atteste de la montée en puissance des flux. Depuis 1980, les capitaux investis à l'étranger ont été multipliés par 7, tandis que le montant global de l'investissement domestique des entreprises a triplé. Les sociétés étatiques se retrouvent quelque peu les otages des réseaux des firmes dans la mesure où les investissements étrangers sont créateurs d'emplois. Les réseaux financiers et monétaires, quant à eux, sont devenus très contraignants pour les États. Dans l'immédiat, la pression qu'ils exercent sur les monnaies nationales et les politiques budgétaires des gouvernements semble irrésistible. La raison en est que la puissance financière du secteur privé dépasse l'ensemble des réserves détenues par les banques centrales. Cette situation rend plus aléatoire encore la régulation du système puisqu'elle supposerait la collaboration des acteurs privés transnationaux dont les intérêts télescopent ceux des États. De même, l'oligopolisation de la production mondiale des biens et des services concourt avec l'internationalisation du marché du travail, comme nous l'observerons plus loin, à creuser les inégalités et à fragmenter le social. Dans les autres dimensions de la globalisation comme le champ informationnel et communicationnel, la notion de réseau transnational perd de sa consistance au bénéfice de la puissance de flux. Alors que l'activité économique ne saurait se concevoir sans un minimum d'échanges, d'avantages réciproques, même fortement dissymétriques, l'activité idéo-communicationnelle repose principalement sur le pouvoir de persuasion. Cela implique que la puissance de flux qui transperce tous les espaces soumet une foule de récepteurs passifs à un ou plusieurs émetteurs qui soliloquent. L'interactivité, qui est le label du réseau, n'existe pas. Elle fait place à une réactivité faible, tantôt contestataire, tantôt plus résistante et positive que ne l'admettent conventionnellement les experts en communication. Flux et contre-flux parcourent le champ à la recherche de systèmes de légitimation, de dénonciation ou de déstabilisation. La géopolitique de la communication, imbrication d'aires d'émission dont certaines recouvrent la planète entière grâce à l'utilisation des satellites, moins communicantes qu'indifférentes ou hostiles les unes aux autres, reflète en fait les inégalités technologiques et financières du monde.
C'est pourquoi on serait tenté de la figurer par une enveloppe homogène englobant toute la Terre de laquelle il se dégagerait, malgré la cacophonie, un discours univoque. On discerne sans mal que le développement des réseaux, empreinte proliférante du marché dans l'espace, ne préjuge nullement de la fin des tensions et des conflits, un peu trop légèrement mis au compte de la logique des territoires. Il n'y a pas d'un côté le monde des réseaux et de l'autre celui des territoires, même si les premiers se constituent prioritairement pour contourner les seconds. En palliant les insuffisances fonctionnelles des territoires nationaux, en créant de nouvelles solidarités, les réseaux peuvent aussi étendre les emprises spatiales d'un acteur national, d'un État au premier chef, et favoriser ces ingérences par des biais qui savent ménager la question de la souveraineté. Enfin, pour des raisons similaires, l'imbrication des réseaux, ou encore celle des réseaux et des territoires nationaux, crée un contexte favorable à la naissance d'un système communautaire, confère le nouveau super-État en gestation de l'Europe. Elles induisent alors une synergie, principalement quand la finalité des réseaux devient la solidarisation des territoires. Il est probable que le réseau ne supplantera pas le territoire. Les deux s'entrecroisent, se complètent, s'affrontent, mais ne s'excluent pas. L'appareil étatique qui contrôle le territoire ne parvient pas toujours à filtrer et à organiser tous les flux. Cette ambiguïté ne justifie cependant pas un dédoublement du monde sur la base d'une opposition tranchée des logiques territoriales et réticulaires. L'espace du système international reste dialogique. Les réseaux se territorialisent, les États se réticularisent, et les deux structures spatiales coopèrent souvent tout en s'affrontant. L'espace mondialisé est composé d'imbrication et de recouvrement. Il est préférable d'éviter de s'enfermer dans le faux dilemme des deux mondes de la politique mondiale. La réalité étant le produit d'un emboîtement complexe de ses formes, il apparaît d'autant plus difficile d'élaborer une théorie univoque de la domination spatiale. Le juriste allemand Carl Schmitt avait eu l'intuition de cette dichotomie spatiale avec sa théorie des liens entre la machine impériale, celle des territoires, et la machine technico-industrielle, celle des réseaux. Les fluctuations d'un tel couplage pourraient expliquer l'existence éventuelle d'un cycle de la territorialité humaine, en termes de déterritorialisation et de reterritorialisation, explicité par Claude Raffestin. De la conciliation entre, d'une part, la préservation de l'ordre territorial, indispensable à la régulation des rapports humains, et d'autre part, l'inévitable puissance pénétrante des flux, résulterait alors au niveau international, un processus à la durée imprévisible, qui couplerait alternativement les processus de territorialisation, de déterritorialisation puis de reterritorialisation. En renfort de cette hypothèse cyclique, on peut rejoindre, une fois encore, les intuitions de Gilles Deleuze et Félix Guattari, dont Friedrich Balck a minutieusement relevé leurs affinités involontaires avec Carl Schmitt. D'après les deux philosophes, la saturation du territoire, plus exactement de l'état territorial, par les vecteurs de la déterritorialisation, formant tous ensemble une véritable machine de guerre, antisociale, impliquerait la recherche par l'État de nouvelles lignes de fuite, dans les espaces justement les plus déterritorialisés, économie, communication. Bref, de nouveaux territoires, sur lesquels l'appareil étatique recomposé retrouverait ses codes et son rôle de forteresse régulatrice. Or, comme pour leur donner raison, les gouvernements européens ont choisi, comme ligne de fuite, dans le désordre imposé par la globalisation financière, l'espace monétaire, à la fois le plus ouvert, le plus dérégulé mais le plus à la merci des opérateurs internationaux. Cela en sachant que les transactions financières représentent 50 fois la contrepartie des échanges réels et que les mouvements quotidiens des capitaux représentent un multiple de la totalité des réserves des banques centrales européennes. Comme le domaine monétaire est aussi celui où traditionnellement la prérogative étatique se montre la plus intransigeante, on peut imaginer que la majorité des protagonistes de l'Union économique et monétaire ont eu pour but la reconquête de la souveraineté monétaire autour du segment dur, qu'est la stratégie de désinflation compétitive. Sans mésestimer les obstacles à surmonter pour affermir l'euro, maintenant qu'il existe, la perspective de disposer d'une monnaie de réserve, d'une devise clé, offre aux États européens la possibilité de reterritorialisation productive et financière, et pourquoi pas, de codification du commerce mondial. La façon dont a résisté le Roland, les 11 pays européens de la monnaie unique,
aux perturbations des marchés financiers et monétaires induites par la crise asiatique de 1997 en est un indice. Elle confirme aussi le jugement d'Eli Cohen sur la capacité des États à réagir lors de la crise de 1993 à 1994. Du point de vue de la méthode, ces évolutions et transformations permettent de distinguer trois niveaux spatiaux, micro ou local, méso ou national, macro, c'est-à-dire régional ou mondial, de l'analyse géopolitique. Ceux-ci, malgré toutes les apparences d'un détriplement du monde qu'ils suggèrent, ne sont en aucune façon cloisonnés, ni exclusifs de tel ou tel acteur. De la même manière, on ne saurait distinguer entre eux des relations univoques constitutrices de l'espace mondial, tant la dialectique du global et du local apparaît complexe et inattendue dans ses recompositions spatiales. La figure ci-contre résume cette logique systémique complexe. La résistance de l'État au terme d'un recueil d'articles consacrés aux défis lancés à l'État-nation, Christian Philippe et Panayotis Soldatos, constatant à la fois un processus d'amoindrissement de cette structure et son enracinement dans la conscience collective, conclut « Le XXIe siècle verra apparaître un nouvel État-nation. Il s'organisera autour de l'émergence de nouveaux cadres d'exercice, de certaines compétences collectives, les organisations internationales régionales et les collectivités locales essentiellement, comme l'idée de subsidiarité, l'État-nation continuera à assumer les compétences qui apparaissent correspondre au niveau de responsabilité qu'il représente, mais il abandonnera celles pouvant être mieux exercées dans un cadre supra- ou infra-étatique. Résistance et renouvellement sont au centre des nombreuses réflexions qu'inspire le devenir de l'État dans le contexte de la mondialisation. L'affaiblissement de ce dernier et le décloisonnement des territoires en raison de la puissance des flux transnationaux peuvent cependant faire le jeu des dissidences territoriales aux causes anciennes ou modernes. Les brèches ouvertes dans le dispositif de contrôle ou de régulation étatique sont perçues par certains acteurs soit comme des ouvertures directes et opportunes sur le monde, soit comme les preuves notoires d'une incapacité à maintenir une sécurité ou une identité qu'il s'agit désormais de garantir au niveau local. L'action de la mondialisation d'une part, et de la microfracturation d'autre part, met à mal la relation citoyenne déjà affadie par la corrosion du sentiment d'appartenance aux vieilles démocraties. De quoi nourrir, d'aucuns ne s'en privent pas, la chronique d'une fin de monde annoncée. La réalité est en fait moins radicale et les évolutions moins bouleversantes. L'État demeurant l'unique cadre politique envisageable de répartition des territoires et la garantie la moins incertaine contre l'insécurité, affirment certains, la persistance du système interétatique est assurée, même si sa cohabitation avec le marché est difficile et si sa cohérence est prise en défaut. La crise du modèle étatique, en particulier dans les régions du monde où il a été imposé et où ses carences engendrent du désordre, est la démonstration par l'absurde de sa nécessité. D'autant que les solutions de substitution n'apparaissent nulle part dans le monde. En outre, parce qu'il est aussi l'unique siège de la puissance organisée et permanente, l'État est encore le meilleur garant de la sécurité. Malgré ses faiblesses, en passant des alliances ou en organisant des coalitions, il se montre depuis toujours capable de prévenir les menaces militaires. En ce qui concerne l'aspect social et économique de la sécurité, il reste l'instance toute désignée pour faire admettre et appliquer l'impératif de solidarité, clé selon Anton Brender de la compétitivité des territoires. Celle-ci doit d'ailleurs être considérée comme un bien collectif qu'aucune entreprise privée n'est capable d'assurer seule et qui devrait normalement renforcer ou recréer entre les habitants d'une même nation une communauté de destin. Cette idée d'un retour à la communauté ou d'un nécessaire renforcement des solidarités communautaires est cultivée depuis une dizaine d'années en Amérique du Nord. Là, des analystes tels que Alasdair MacIntyre, Michael Sandel ou Charles Taylor, afin de limiter les dérives de la société atomisée et les inégalités croissantes d'un univers hyper-individualiste impitoyable, qui ne cesse de rendre l'Amérique plus vulnérable, prônent l'idéal de la poly-aristotélicienne et la recherche du bien commun. Ils plaident pour un retour à l'histoire, pour la restauration du lien social, de la vertu liante, seule condition de la réalisation de la communauté démocratique. L'idée du bien commun n'est concevable que si elle est en permanence reliée à un sentiment d'appartenance à une communauté historique en relation avec les corps intermédiaires que celle-ci a générés. Simplement il s'agit pour ces communautariens, de rendre sa citoyenneté à l'individu. Si l'État résiste, par nécessité,
son renouvellement apparaît difficilement envisageable autrement que sous la forme d'un changement de dimension. On s'en rend compte en Europe où les nationaux des pays de l'Union ne semblent pas disposés à abandonner leurs référents étatiques contre des institutions impuissantes à leurs yeux. En ce sens qu'elles n'émanent pas directement d'eux-mêmes, et parce qu'elles ne peuvent assumer leur sécurité. Pourtant, comme l'écrit Henri Oberdorf, le traité d'Union européenne représente une forme de pacte fédéral européen alors même que le mot n'est jamais employé. Pour cet auteur, la construction européenne, malgré tous les silences et les non-dits, oblige à un réaménagement de la souveraineté. Si rien n'est vraiment joué et si l'Europe se trouve, institutionnellement parlant, au milieu du gué entre coopération et intégration, il n'en reste pas moins que les engagements pris sont tels que l'État membre n'a plus la compétence de sa compétence que dans le respect des traités communautaires. La conséquence immédiate est que l'exercice de la souveraineté s'en trouve naturellement limité. Cependant, tout se passe sans transfert aucun à un pouvoir suprême et au prix d'une gestion qui fonctionne par à-coups, à travers une succession de crises. Il manque toujours un toit à la Maison Europe qui n'est ainsi qu'un « État fédéral minimum », avec les éléments fondamentaux d'un État fédéral sans les outils de la puissance. L'empêchement vient de ce que l'achèvement de l'Europe sous la forme d'un État supranational, seul susceptible de lui octroyer le bouclier de l'impérium, est perçu soit comme antinomique aux nations européennes, soit comme incompatible ou inutile par rapport à la configuration géopolitique présente. Là où jusqu'à maintenant la défense et la diplomatie n'ont pu apporter le lien nécessaire, l'adoption de la monnaie unique représente-t-elle la chance à saisir, comme veut l'espérer Thierry de Montbrial? Peut-être si l'existence et l'utilisation du nouvel instrument monétaire favorisent l'émergence d'un bien commun européen et prouvent qu'en toutes circonstances la fusion des souverainetés se présente comme la meilleure garantie de l'indépendance. En fait, cela reviendrait simplement à changer d'échelle étatique, point à gommer l'influence de l'État en tant que tel. Le système interétatique se transforme donc sans bien entendu disparaître. C'est la conséquence de différentes tendances endogènes et de la tension que le territoire national entretient avec le réseau. Dans ce face-à-face, l'État n'apparaît pas désarmé. S'il est désemparé parfois, des solutions de reterritorialisation s'esquissent. Pour autant, le système interétatique ne saurait constituer à lui seul la structure du système international. Il se trouve en concurrence avec le système des firmes. De l'interaction incontournable des deux résulte un nouvel environnement international. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.